Parfait, mes chers amis, nous allons passer 2 heures ensemble, dans une discussion tout à fait libre entre nous. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'être venu nous écouter le message de l'espoir et de la différence, ainsi que l'indiquent les affiches. Permettez-moi de remercier mon équipe de militants de Garonne, sans qui rien ne serait possible. Et permettez-moi de remercier Nicolas Dupont-Aignan qui a pris sa journée entière pour un programme toulousain bien chargé avant de repartir ce soir à 18h, 19h à l'avion. Donc on arrêtera les opérations, si vous voulez bien, à 18h, mais ça nous laisse le temps d'exposer pour Nicolas sa vision de l'avenir pour la France et le mouvement, et ensuite de jouer le jeu des questions-réponses. La France, en propos introductifs très rapides, vit un moment difficile, une sorte de naufrage lent mais de plus en plus visible. Chacun dans nos cadres de vie, on voit les symptômes de plus en plus visibles de ce naufrage. Moi-même à Toulouse, je peux vous donner quelques exemples concrets en guise d'introduction au débat. La mairie de Toulouse, comme dans d'autres villes, on a des élus qui semblent vivre sur une autre planète. Il y a comme un découplage entre le ressenti des citoyens et l'élite, la classe politique. Le système UMPS au niveau national est décrédibilisé. Les élus locaux, quelquefois, on se demande dans quel monde ils vivent. Ici, à Toulouse, nous avons vécu 2 expériences douloureuses au niveau de l'investissement et de l'aménagement de la ville. C'est la rue d'Alsace-Lorraine, qui a mis un immense bordel circulatoire dans la ville. Moudingue, vous le savez, avait refait la rue d'Alsace-Lorraine pour 1 million d'euros. Voilà que la mairie de Toulouse a réinvesti 19 millions d'euros dans la rue et l'aménagement du jardin derrière le Capitole. C'est aussi les 315 millions investis dans la ligne G pour 3,5 km pour desservir des quartiers qui sont déjà desservis par le métro. Vous comprendrez dès lors que quelquefois, en effet, nos concitoyens puissent s'interroger sur cette classe politique qui ne semble pas très proche de leurs propres préoccupations. Les préoccupations dans cette mondialisation qui nous appauvrit tous, c'est celle du pouvoir d'achat. Les élus ne semblent ne pas l'entendre. Plus 15%, je disais sur le trajet à Nicolas, de taxes foncières sur 5 ans à Toulouse. Plus 17% sur la taxe d'habitation. En même temps, l'incompréhension de nos concitoyens grandissante, c'est aussi ce sentiment d'impuissance face à certains phénomènes. À Toulouse, comme ailleurs, l'insécurité grandissante. La Dépêche a publié un article il n'y a pas très longtemps sur les statistiques de la délinquance, plus 21% en Haute-Garonne dans les zones rurales, plus 7% sur la mairie de Toulouse. Il faut que vous sachiez, il faut que tu saches, que dans une rue commerçante, rue Bayard, les commerçants se sont cotisés pour financer une société de financement pour sécuriser leur rue. Ça s'est passé à Toulouse parce qu'ils en avaient assez que les pouvoirs publics, mairies, préfectures, se renvoient l'ascenseur. Il faut que tu saches que le boulevard de Suisse, très connu à Toulouse, est devenu le boulevard des prostituées. Et que les riverains qui en ont assez des nuisances de toute cette mafia de l'Est organise chaque mois en nocturne une manifestation. Il faut que tu saches que la place Saint-Pierre, place un peu festive et très étudiante, fait régulièrement l'objet d'agressions chez les jeunes pour les portables et simplement des fois de tabassage au cri de sale blanc. La Dépêche n'écrit rien là-dessus. Il y a dans cette salle un de mes anciens élèves qui a été victime de cela. Il a voulu déposer plainte, on lui a dit que cette mention n'était pas possible. Je crois que de plus en plus tout cela crée un décalage entre classe politique et ce que vivent les citoyens. Évidemment, tout n'est pas noir à Toulouse. Nous savons que économiquement les choses vont un peu moins mal qu'ailleurs grâce à l'aéronautique et le spatial. Nous sommes passés tout à l'heure au village de l'industrie, au Capitole organisé par les professions de l'industrie, et c'est vrai qu'ils ont la chance d'être à Toulouse. Mais il ne faut pas
que cette bonne santé de façade cache d'autres réalités. La réalité, c'est, j'ai des témoignages, des patrons de petites PME de l'aéronautique qui nous disent, de manière officieuse, oui, mais le donneur d'ordre, Airbus, nous oblige, pour renouveler les contrats à 10 ans, à présenter et à monter des filiales à l'étranger et à présenter des plans de délocalisation parce que le donneur d'ordre veut qu'on soit certain que dans les 10 ans à venir, les prix seront toujours plus bas. C'est aussi ça, les effets de la mondialisation et les effets de la zone euro. Alors, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes dans la classe politique de la part de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle tu es un espoir, debout la République avec toi, pour les échéances futures, pour la France, son destin, son niveau de vie, et globalement, je crois que c'est la raison pour laquelle sûrement beaucoup d'entre nous sont avec toi aujourd'hui. Voilà. Je te laisse la parole, tu vas nous donner ta vision donc sur les perspectives pour debout la République et aussi pour la France, et ensuite nous pourrons passer au jeu des questions-réponses. Merci. Très bien, merci Olivier de cette entrée en matière toulousaine et merci à ton équipe de cet accueil. Merci à vous tous qui avez bien voulu un samedi après-midi à 16h vous enfermer dans une salle pour nous écouter. Alors, soit vous êtes des résistants, soit vous êtes des héros, soit vous êtes des dingues, un peu des trois sans aucun doute, mais vous êtes surtout des Français qui aiment la France et qui avaient envie, je pense, de la voir... j'allais dire debout sans mauvais jeu de mots, mais de la voir fidèle à ses valeurs et quand même porteuse d'un autre espoir, d'une autre vision, d'une autre philosophie. En fait, si je suis ici avec vous, c'est d'abord pour rassembler les nouveaux adhérents de 3 régions qu'on a invités, et il y en a qui sont venus de très loin, hein, il y en a qui sont venus de Toulouse et qui ont beaucoup bossé pour préparer cette réunion, comme Olivier, le délégué jeune, que je remercie. Mais il y en a qui sont venus d'Aquitaine, je les salue, on peut les applaudir, hein, nos amis d'Aquitaine, de Landes, des Pyrénées-Atlantiques, et puis il y en a qui viennent de Dordogne, bien sûr, et puis ceux qui viennent de l'autre côté, de l'autre mer, si je puis dire, du Languedoc-Roussillon, et on peut les remercier aussi d'être venus du Gard, de l'Hérault, et de Sète, je crois, il y en a quelques-uns. Bref, merci d'être là. Vous avez adhéré à notre mouvement dans l'année, même dans les quelques derniers mois. Il y en a qui sont ici à mes côtés depuis des années, hein, plus de 10 ans pour Olivier. Jean-Pierre, qui est à cette tribune, un peu plus de 10 ans même. Hein. Jean-Pierre Anthony, notre responsable du Tarn, qui a le record d'adhésion par habitant, hein, dans le Tarn, avec plus de 200 adhérents. Bravo à Jean-Pierre, merci à vous tous, merci à Nicolas Calbrix, notre délégué national jeune. Bref, merci à toi d'être là, merci à vous tous. Enfin, je ne vais pas faire des remerciements énormes, mais c'est quand même réconfortant, en tout cas pour moi, pour ceux qui m'accompagnent. Laurent Foucault, qui est au fond, qui lui est discret toujours, mais qui est au Centre national bénévolement nous aider pour faire fonctionner le mouvement. Jean-Philippe Tanguy, notre responsable des fédérations, faites comme ça parce qu'on ne vous repère pas obligatoirement. Vous donnez beaucoup de temps, votre énergie pour ce mouvement, qui est un petit mouvement, on ne va pas se leurrer, on ne va pas raconter des histoires, mais qui est un petit mouvement qui deviendra grand, j'en suis convaincu. Et je vais vous dire pourquoi j'en suis convaincu. Et puis après, moi, ce que j'aimerais, c'est répondre aux questions. Hein, qu'on ait un dialogue. Et puis je vois que ça a été bien fait, il y a à boire, il y a à manger. Au moins, vous n'aurez pas perdu complètement votre après-midi. Et il y a la sangria après, mais uniquement après, à la fin, quand je m'en vais. Bon. Non, moi, je vais vous dire ce que je crois aujourd'hui. Je crois que la France est dans une impasse. Une impasse totale. Cette impasse, on va parler politique. Hein. Je ne sais pas s'il y a des journalistes, soit je les ai vus avant, puis s'il y en a, tant pis. Ça sera répété, amplifié. On est dans une impasse politique, économique, sociale. Tout va ensemble. Cette impasse politique, on va parler politique, quelle est-elle? Vous avez 2 équipes, j'allais dire 2 bandes, qui se succèdent au pouvoir depuis 30 ans, qui en vérité partagent les mêmes objectifs, les mêmes intérêts,
les mêmes maîtres. Voilà. Donc l'alternance n'existe pas. C'est une fausse alternance. C'est un jeu totalement déconnecté de toute réalité. Alors bien sûr, il y en a qu'on préfère à d'autres, selon d'où on vient. Bien sûr, il y a des gens de qualité, bien évidemment, comme partout. Simplement, ils sont dans un système. Ce système tue la France à petit feu et les Français avec. Parce que ce système est au service d'intérêts qui ne sont pas ceux du peuple français. C'est très simple. C'est pas sorcier. Il y a des éléments d'explication. Ce ne sont pas que les gens soient mauvais. Ils ne sont pas mauvais en soi d'ailleurs. On n'a pas les pires. Hein. Il y a pire dans notre pays. Simplement, ils ne sont plus maîtres de leur choix. Ils ne sont plus maîtres du destin du pays. Ils obéissent servilement à des intérêts. Et ils ne s'en rendent même pas compte parfois. Certains sont cyniques, d'autres sont naïfs. Tous font semblant. Ça peut durer 2-3 ans, mais quand ça dure depuis 30 ans, ça fait beaucoup. 15 ans les uns, 15 ans les autres. Oh, c'est équivalent. Si vous regardez depuis 1981, vraiment c'est équivalent. Et ce qui est terrible, ce qui est tragique, c'est que ces deux partis politiques, PS, UMP, qui ont le monopole de la vie politique en France, qui ont le monopole de l'expression médiatique, sont en fait totalement solidaires dans les grands choix fondamentaux. Et que, au fur et à mesure que le temps passe, on a vraiment le sentiment d'être projeté dans cet entonnoir avec les mêmes choix fondamentaux. Alors je vais vous donner quelques exemples, je ne vais pas être long, mais vous les connaissez par cœur. D'abord, en fait, il y a deux points, mais qui sont historiquement très communs, très anciens. Quand la France est faible, quand le peuple français est faible, réduit au silence, quand l'État au sens noble, pas l'État obèse d'aujourd'hui, mais l'État avec un grand E, n'est plus le représentant de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur de la nation, comme disait le général de Gaulle, eh bien, les deux maîtres, ceux qui dirigent, c'est qui? Ce sont les féodalités intérieures et ce sont les puissances extérieures. Voilà. Mais ça a été la même chose sous Jeanne d'Arc, ça a été la même chose à Vichy, ça a été la même chose, etc. Hein. Rien n'a changé. Et ça veut dire quoi? Eh bien, les puissances extérieures et les féodalités intérieures gouvernent ensemble contre le peuple français. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte comment? C'est très simple, je peux vous en donner plein d'exemples. Vous les connaissez. Vous avez vu comment, au fil des traités signés par tous les pouvoirs, on a dépossédé le peuple français de la maîtrise de son destin démocratique. Ça a été la monnaie, Maastricht. On a vu le résultat. Je ne vais pas rentrer dans un grand discours sur l'euro. Vous allez poser des questions, j'en suis sûr. J'ai pris date. Et heureusement, j'ai pris date. D'ailleurs, j'ai vu, tiens, ce matin dans le journal, dans l'avion, que Mélenchon commençait à évoluer. Parce que ça y est, les gens ont compris. L'abandon de la monnaie. Quand on abandonne la monnaie, on abandonne le pouvoir de frapper monnaie. On abandonne le pouvoir monétaire, qui est le pouvoir régalien par excellence. On se couvre de charges d'intérêt excessives, on handicape notre industrie. Tu le disais, Airbus qui demande à ses sous-traitants de Midi-Pyrénées de délocaliser. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas intérêt à produire en euros. Voilà, il ne faut pas leur en vouloir. Ils font leur métier d'industriel, ils délocalisent. Parce que cette monnaie est une incitation à la délocalisation. Cette monnaie est un jackpot pour les banques. Voilà, c'est tout. Donc ils défendent l'euro parce qu'ils défendent leurs intérêts. Voilà. Traité de Maastricht, traité d'Amsterdam, mon premier geste politique, enfin le deuxième après l'euro bien sûr à Maastricht avec Philippe Séguin, mais mon premier geste comme député, j'ai démissionné du RPR, de la direction du RPR, Amsterdam, les frontières. Ah là, ben on voit le résultat aujourd'hui. L'esclavage, la ghettoisation, la misère, l'instrumentalisation. C'est pas être xénophobe que de vouloir des frontières. La frontière, c'est la peau. La peau, elle laisse respirer l'organisme. La frontière, elle n'est pas fermée obligatoirement. La frontière, c'est la possibilité d'avoir une fenêtre et une porte, de l'ouvrir à condition, sous condition. Donc quand on vous dit la frontière, ah c'est horrible, non. La frontière, c'est l'essence même de l'altérité, de la différence. Il n'y a pas d'identité sans frontières.
Il n'y a pas de dialogue de civilisation sans frontières. Il n'y a pas d'échange sans différence. Et d'ailleurs, ce sont très curieusement ceux qui disent toujours être les avocats de la différence qui nous font un monde d'uniformisation où tous les citoyens ne seraient que des consommateurs, des machines. Et on transforme les immigrés en esclaves. Et donc, avoir des frontières organisées, gérer nos frontières, développer les nations, avoir une grande politique vis-à-vis du Maghreb, vis-à-vis de l'Afrique, équilibrer les choses, c'est pas être replié sur nous-mêmes, pas du tout. C'est au contraire échanger avec l'autre. Mais on a intoxiqué les gens. On les a trompés, comme on a trompé les gens sur l'euro. Le libre-échange déloyal, le traité de Lisbonne, après le traité constitutionnel européen qui a été refusé par les Français et les Allemands, on est revenu dessus, qui supprime le droit de veto de la France sur les négociations commerciales. Et là, on va ouvrir une négociation transatlantique, fondamentale. Négociation transatlantique qui veut supprimer toutes les exigences alimentaires, sanitaires françaises, fondamentales pour la santé et nous aligner sur le système américain. Bref, je pourrais développer le traité de Nice, vous avez vu tous ces traités. Ce faisant, nos hommes politiques, de gauche comme de droite, sont devenus des pantins, des gens qui n'ont plus le pouvoir, qui se font élire sur des slogans, mais qui les abandonnent quelques mois simplement après avoir été élus. Vous connaissez la phrase de Philippe Séguin, par cœur, c'est un terrain de foot, il y a 2 équipes, il y a des spectateurs, mais il n'y a plus de ballon. Ben voilà. Ou alors il disait souvent, c'est 2 détaillants qui s'approvisionnent chez le même grossiste. Voilà, c'est ça, tout a été dit, ça fait 20 ans qu'on le dit. On l'a dit en premier. Simplement, aujourd'hui, on a les résultats de cette politique. Maître extérieur, la BCE qui fait un acte de guerre contre Chypre, Madame Merkel qui dirige en sous-main bien sûr l'ensemble, etc., etc. Vous connaissez par cœur les multinationales, les banques, je fais un rapport sur les paradis fiscaux si vous saviez ce que j'apprends. Vous n'imaginez pas. Bon bref, un pays mis sous tutelle. Ça c'est le premier point. Mais pour être mis sous tutelle, il s'appuie sur des féodalités intérieures, c'est-à-dire des corporatismes, un système de gangrène qui oublie l'intérêt supérieur de la nation. Et ça aboutit à la situation de la France aujourd'hui. Les résultats, vous les avez. Alors, je ne vais pas revenir dessus. Le passé, c'est fini. Mais pourquoi la situation est tragique? C'est parce que ces 2 forces politiques qui font semblant de s'opposer, qui sont différentes sur certains points, bien évidemment, qui trouvent des éléments de différenciation pour amuser la galerie. Et je pense notamment à l'affaire du mariage, qui est un élément d'opposition, de diversion. Parce que comme ça, la gauche prétend être moderne, et la droite prétend défendre les valeurs. Ils étaient heureux, si vous avez vu pendant 15 jours à l'Assemblée. Oh, ils étaient heureux, ils se déchiraient sur un truc. Ils étaient tellement heureux. Bah oui, ils s'opposaient sur quelque chose, enfin. Alors qu'ils avaient voté le traité budgétaire, qui mettait, d'ailleurs, ça c'est le dernier dont je n'ai pas parlé, la France sous tutelle de la Commission de Bruxelles. Bref, donc ils étaient heureux de s'opposer. Alors bien sûr, il y a des différences entre la droite et la gauche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence. Et dans des affaires municipales, il faudra choisir ici ou là. Mais ce n'est pas l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est la liberté du pays pour résoudre ces problèmes. Alors je disais, ce qui est tragique, c'est que ces 2 partis jouent avec le français. Et puis, ils ont inventé, j'allais dire, un 3e larron. Et je sais que c'est difficile ce que je vais dire pour certains, mais ils ont inventé le Front National. C'est le Parti Socialiste qui a inventé le Front National. Comme les gaullistes étaient ravis d'avoir le Parti Communiste. Ça a permis de tenir pendant 20 ans. Le Front National, alors je le sais, certains chez nous sont très partagés. Parce que le Front National dit des choses justes parfois. Pourquoi le nier? D'ailleurs, il reprend nos discours. Le programme économique de Marine Le Pen est le nôtre, plutôt que celui de son père, qui était ultralibéral, etc. Je ne vais pas dire, ah bah c'est horrible, puisqu'elle copie mot pour mot ce que j'écris. C'est absurde, complètement débile. En revanche, le Front National exprime une colère, mais ne porte pas un projet concret, capable de rassembler et de gagner. C'est-à-dire, pour être clair, le Front National plaît beaucoup au Parti Socialiste, et à l'UMP, parce qu'ils se disent, très bien, le Front National canalise 20% de l'électorat qui proteste, mais si ces 20% étaient avec nous, dans une démarche capable de gagner,
alors là, ce serait beaucoup plus dangereux. Donc, leur rêve, leur souhait, c'est de faire monter le Front National comme élément de protestation capable de geler le jeu politique et de les laisser gouverner entre eux alternativement en disant « Oh, le diable est là, à côté de nous ». Moi, tout mon objectif politique, et c'est ça que vous devez comprendre, tout mon objectif politique, c'est de rassembler les patriotes d'où qu'ils viennent, mais sur une ligne républicaine de rassemblement. Ça veut dire que oui, j'ai tendu la main aux patriotes du Front National à la condition qu'ils viennent sur notre ligne politique. Parce que ma ligne politique, pas la mienne personnellement, la nôtre est la seule capable de gagner. Et de rassembler des gens qui peuvent venir du Front National jusqu'à des gens qui viennent de gauche, sur une ligne nationale, républicaine, de rassemblement. Car on ne redressera pas la France en excluant une partie des Français. On ne redressera pas la France en ayant de la suspicion permanente sur des Français d'origine étrangère. Bien sûr qu'il y en a qui doivent repartir dans leur pays. Bien sûr qu'il y en a qui doivent respecter nos lois républicaines. Mais en revanche, on ne peut pas commencer à vouloir redresser la France en divisant les Français en catégories selon la date de naissance et le lieu de naissance. Ce n'est pas possible. Et je le dis à mes amis qui pensent que c'est possible. Non, ce n'est pas possible. On prend la France telle qu'elle est aujourd'hui, au jour J, et on la change. Ça veut dire que je suis d'accord pour freiner les flux migratoires, que je suis d'accord pour que les lois républicaines s'expliquent davantage, notamment face à l'islam, que je suis d'accord pour certaines choses. En revanche, je ne suis pas d'accord pour qu'on crée deux catégories de citoyens, pour qu'on ait la suspicion permanente, parce que ça, c'est la guerre civile, et c'est surtout ne jamais arriver au pouvoir, et se faire plaisir. Moi, je n'ai pas envie qu'on se fasse plaisir, j'ai envie qu'on sauve la France. C'est différent. Et qu'on ait tous les moyens de le faire. Et pour ça, il faudra rassembler les patriotes d'où qu'ils viennent, mais sur une ligne irréprochable, une ligne de rassemblement politique, autour d'une belle école républicaine, autour d'un État fort, autour de la participation dans l'entreprise, autour de services publics, de vrais services publics, autour d'une nouvelle politique écologique. Bref, vous le voyez bien, de pas seulement être dans la colère, dans le, j'allais dire, dans l'esprit ronchon. L'esprit ronchon n'a jamais construit un avenir à un pays. Jamais. Il y a trois forces politiques qui peuvent gagner demain. Et c'est la plus petite qui l'emportera. Il y a le Front National, il y a le Front de gauche, et il y a nous. Alors bien sûr, on est plus petit. Mais comme je l'ai dit à la campagne présidentielle, l'arbre est planté droit. Et nous sommes capables de rassembler parce que nous sommes au parfait centre de gravité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on gêne tant. Parce que le jour où nous dépasserons les 5-6%, le jour où les Français comprendront qu'on peut gagner, vous verrez que là, beaucoup nous rejoindront, à la fois de notre droite et de notre gauche. Je le sais, j'en suis convaincu, parce que c'est une évidence. Et parce que nous sommes les seuls à porter ce projet différent. Il y a cette affiche, ça me gêne de montrer une affiche sur laquelle je suis, mais la différence, oui, nous ne sommes pas comme les autres. Nous n'avons pas vocation à occuper un créneau. Nous sommes gaullistes, d'esprit gaullien. Ça ne veut pas dire qu'on revient en 58. Ça veut dire qu'on est dans une logique de résistance, de nation et de rassemblement. Il y a ceux qui ont la nation chevillée au corps et le Front National là, mais ils n'ont pas le rassemblement chevillé au corps. Et on ne peut pas être national si on n'est pas rassembleur. C'est ce qu'avait compris de manière géniale le général de Gaulle. Et puis il y a ceux qui sont de rassemblement, mais ils ne rassemblent que les soumis. Donc ça ne peut pas marcher, c'est l'UMP et le PS. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est très gentil, vous avez sans doute raison, sinon vous ne seriez pas là d'ailleurs. Mais comment on va y arriver? Parce que vous faites que 2% à la présidentielle, c'est pas beaucoup, on me le rappelle assez à chaque édition. Enfin, c'est déjà mieux que 0,5, hein, donc j'ai quadruplé. Donc, et comment on va faire, etc. Et bien, je vais vous dire, on va rester droit. On va rester sur notre ligne. La patrie, la République, l'État, le service des Français. Et inlassablement, nous allons marteler. Il y en a qui ont commencé tout seuls et qui ont fini à plusieurs milliards, ou plusieurs centaines de millions. Et je ne me prends pas pour le Christ, rassurez-vous. Ce que je veux dire, c'est que dans la France de demain, les Français aujourd'hui, moi je les vois comme toi, dans une ville plus petite, dans ma ville, ils attendent quelque chose. Ils savent qu'il n'y a plus rien à attendre du PS et de l'UMP. Et l'expérience Hollande va les vacciner longtemps contre la gauche. Ça c'est clair. Mais ils savent aussi
que c'est pas en reprenant l'UMP que ça s'arrangera. Et d'ailleurs, si vous regardez les sondages, c'est très intéressant, l'UMP ne redécolle pas. Parce qu'en fait, ils rejettent la gauche et le PS parce que le PS mène la politique dont ils ne voulaient plus de l'UMP. Donc il y a quelque chose qui coince. Ils sont tentés par le Front National. Mais ils se disent, c'est quand même pas ça, ça peut pas marcher. Et donc ils attendent, ils sont frustrés. Et c'est pourquoi il y a la désespérance. Et ils ne nous connaissent pas encore, ou s'ils commencent à nous connaître, ils estiment que nous ne sommes pas encore assez crédibles, parce que je suis encore trop seul, parce que vous n'êtes pas encore assez nombreux, parce qu'on n'a pas fait nos preuves suffisantes électoralement, parce qu'on ne construit pas un nouveau courant, ou on ne ressuscite pas un ancien courant comme ça par hasard. Ça prend du temps. Et ça ne vient pas d'un coup. Donc, moi, je vous le dis très clairement, personne ne peut savoir si on réussira. Personne. Moi non plus. Mais en revanche, nous pourrions nous reprocher toute notre vie de ne pas avoir offert aux Français une voie alternative à la pensée unique, mais qui soit une voie alternative constructive. Voilà. Alternative constructive. Patriotisme républicain. C'est le logiciel de la France qui gagne. C'est le logiciel d'ailleurs de toutes les élections présidentielles, puisqu'ils ont tous fait campagne là-dessus. Depuis 20 ans ou 30 ans, quand vous regardez. Simplement, ils ne l'ont jamais mis en application, puisqu'ils ont les pieds et les mains liés par des intérêts extérieurs et des féodalités intérieures. Voilà. Alors, nous avons un gros boulot. Ça ne viendra pas d'un coup. Le projet, il est clair. Vous le connaissez. On peut l'améliorer encore. On a des faiblesses. Je pense à l'écologie, parce que je suis absolument convaincu que notre rejet du mondialisme excessif va de pair avec une société apaisée, et je prépare des choses sur la santé, l'alimentation, la façon de vivre en harmonie avec la nature, ce qui ne veut pas dire de tomber dans la verditude, comme dirait quelqu'un d'autre, la verditude mal assumée et le refus du progrès, ça n'a aucun sens. Mais il est clair que nous avons un effort à faire là-dessus. Nous voulons tout simplement, et vous l'avez dans ce petit tract, notre projet il est écrit, hein, on l'a résumé là-dedans. Et ça, vous devez en faire usage, on peut en imprimer des millions. C'est très simple. C'est d'abord réduire la question économique, résoudre la question économique, le protectionnisme intelligent, le démontage de l'euro, la réduction des dépenses inutiles. On peut s'en sortir économiquement. On vous fait croire à tous qu'on ne peut pas s'en sortir. On peut. Il y a quantité de pays qui s'en sortent. On a tout pour s'en sortir économiquement. Simplement, il faut faire des efforts partagés et utiles, pas des efforts inutiles. Ensuite, il faut un grand chantier de reconstruction de l'école. L'école, c'est un désastre. On est en train de détruire notre jeunesse par une école de l'abandon, alors qu'il y a tant à faire. Donc la reconstruction de l'école est fondamentale. Ensuite, il faut reconstruire un État qui lutte contre la délinquance, qui rétablit une vraie justice rendue au nom du peuple français. Et ça, c'est faisable, ça ne dépend même pas de l'Europe. On peut le faire nous-mêmes, comme l'école d'ailleurs. Il faut avoir une vraie politique d'aménagement du territoire. On a des plus beaux territoires du monde. On est la première destination touristique mondiale. On a tout pour réussir. On a une démographie vive. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour avoir une politique équilibrée du territoire? Arrêtez d'entasser à Paris, maintenant dans les métropoles régionales. J'aime beaucoup Toulouse, mais il y a la Haute-Garonne. Il y a la région Midi-Pyrénées. Donc, il faut arrêter cette concentration absurde. Vous avez plus d'embouteillages maintenant à Toulouse qu'à Paris, ça n'a aucun sens. Bon, il faut enfin une grande politique de moralisation publique, sans tomber dans le père la morale, parce que je déteste ce genre de rôle que certains ont eu, et je me méfie toujours des donneurs de leçons, mais maintenant ça suffit, quoi. Il faut arrêter. Il faut de l'exemplarité, il faut de la propreté politique, il faut... bon, bref, on va vous faire un dessin dans les circonstances d'aujourd'hui. Voilà, et reconnaître le vol blanc, faire un vote obligatoire, à mon avis, ou alors on ne profite pas de la sécurité sociale, supprimer la loi Adopi sur Internet, consulter le peuple par référendum, etc. Vous connaissez tout ça. Ça a été mon programme présidentiel. Mais le projet, on l'a. Vous savez très bien les différences avec les autres. La seule question que vous vous posez, je le sais, parce que je vois bien les gens, c'est de se dire, oui, il a peut-être un bon projet, on a un bon projet, mais est-ce qu'on peut y arriver? Mais oui, on peut y arriver. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Si les Français de bonne volonté se lèvent, vous verrez qu'on y arrivera. Simplement, il faut semer, il faut amorcer la pompe. On a commencé de le faire. Et il faut continuer. Et vous verrez qu'on aura de bons résultats, notamment à l'élection intermédiaire qui s'annonce. Et je finirai là-dessus, cher Jean-Pierre, cher Olivier, ce sont les élections européennes. Élections européennes, on doit passer au-dessus de 5%. Voilà. De 2 à 5, ça paraît peut-être gagne petit, certains diront. Mais le jour où on sera au-dessus de 5, vous verrez
que le regard de la presse, des observateurs et des Français changera. Ils diront, ah, on l'aime bien, ceux-là, on les aime bien, ils sont bien, mais on ne pensait pas qu'ils pourraient réussir. C'est ça le concept français. D'ailleurs, sinon, Jeanne d'Arc n'aurait pas mis tant de temps à réussir. D'ailleurs, je ne souhaite pas être brûlé quand même tout de suite. Le général de Gaulle n'aurait pas ramé pendant 4 ans à Londres et avant, à défendre l'armée de métier dans un pays qui ne comprenait rien, alors qu'il avait raison. Vous savez, regardez l'histoire de France. Hein. Bon. Donc, comme on n'a pas assez souffert, les Français ne se réveillent pas encore. Mais ils vont se réveiller bientôt. Et quand ils vont se réveiller, il faut qu'on soit prêts. Et il faut qu'on soit un peu plus organisés, les amis. Alors là, je sais, on dit, il ne faut pas qu'il fasse ça parce qu'il se déplace et il engueule les gens qui le soutiennent, donc c'est pas terrible. Mais je suis pas là pour vous engueuler parce que vous êtes adorables et que vous vous sacrifiez beaucoup pour moi. Mais il faut faire plus. Il faut que dans chaque canton, il y ait une femme ou un homme prêt à se lever. Eh oui. Il faut que vous disiez bien que vous pouvez changer les choses. Vous pouvez convaincre chacun une personne. Et que si vous arrivez à convaincre une personne de plus, c'est toujours ça de prix. Il faut que vous alliez chercher de l'argent. Honnêtement, bien sûr. Il faut que vous battiez. Ça ne vous tombera pas tout cuit. Sinon, vous irez servir d'autres. Ou vous assisterez au naufrage du pays. Parce que c'est un naufrage aujourd'hui. Donc, c'est très simple. De toute façon, si vous êtes là, autant faire un peu plus. Hein. Secouez-vous. Secouez-vous. Distribuez des tracts, faites des adhésions. Dites-vous que chacun peut faire quelque chose. Et si on fait ça, on est suffisamment nombreux aujourd'hui pour bouger les choses. Et je vais vous dire, ce qui est paradoxal, je ne voudrais pas finir là-dessus parce que c'est pas positif, mais ce qui est paradoxal, c'est quand on a commencé, qu'on était 50 à Debout la République, parfois j'avais le sentiment qu'on avait plus d'entrain qu'aujourd'hui où on est 10 000. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait 10 ans qu'on rame. Et 10 ans, c'est long quand c'est toujours les mêmes. Et je le dis à ceux qui sont nouveaux, on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre enthousiasme. Aujourd'hui, on a tout. On a 10 000 adhérents, on est présent partout. Dans le baromètre Paris Match, il y a 38% d'opinion favorable devant Copé. Et juste à la hauteur de Marine Le Pen. Avec 10 fois moins, 100 fois moins d'exposition médiatique. J'ai pas eu une grande émission depuis 1 an. Je reste à 38%, comme le lendemain de la présidentielle. Ça veut quand même dire quelque chose, c'est pas prétentieux. Mais les sondeurs sont étonnés, ils se disent comment ça se fait. Meilleure popularité chez les 18-24 ans. Donc ça veut dire, les Français ont évolué, ils sont raisonnables. Ils n'attendent pas simplement des gens qui gueulent. Ils veulent plus des mous, ou des soumis, ou des malhonnêtes, mais ils veulent pas aussi des gueulards. Le niveau socio-culturel s'est élevé, les jeunes sont sur Internet, ils savent que c'est difficile. Donc, ce qu'on représente de cette révolution tranquille qu'on veut faire, apaisée, de ce renouvellement de la nation, il correspond exactement à ce qu'attendent les Français. Simplement, ils ne nous connaissent pas encore assez, ou ils estiment qu'on ne peut pas réussir. Et donc, il faut les faire mentir. Et donc, il faut se battre. Et on va se battre pendant 1 an. En plus, il n'y a pas d'élection. Vous avez 1 an tranquille. Eh bien, tractage, collage. Et ce que je veux vous dire, je le dis à ceux qui viennent de différents départements. Quand vous n'avez pas le moral, et que vous vous réunissez dans une réunion départementale, et que vous êtes 10 autour de la table, et que vous dites comment on va faire. Regardez le score que j'ai fait à la présidentielle dans votre département. Voilà. Quand en Dordogne j'ai fait 2000 voix, ben, si vous êtes 10 autour de la table, dites-vous qu'il y a 2000 personnes qui, contre toute logique, je dirais politicienne, alors qu'on disait que je ferais 0%, ont voté pour moi. Ces 2000-là, ça veut dire que dans un petit département comme la Dordogne, ils partagent nos convictions. Ils existent. Ça peut être vos voisins. Il y a des cantons de France où j'ai fait 10% des voix. Dans des zones rurales, on est parfois à 8-10% des voix. Un type qui était mis plus bas que terre par les médias, à qui on disait 0%, qui n'avait aucun avenir, alors qu'il y avait le vote utile. Donc ça veut bien dire que ce que je portais, pas moi, je ne suis pas prétentieux, ce que je portais comme idéal républicain, patriotique, parlait au cœur des Français. Et on a voulu tuer dans l'œuf tout ça. Et ça n'a pas été par hasard que ça a été fait. Donc dites-vous bien que les idées qu'on porte sont des idées neuves, fortes, qu'attendent les Français. Simplement, le Français, il a ses qualités, il a ses défauts. Tant qu'il ne croit pas que ça va marcher, il se dit, comment je vais faire? Bon. Et puis, à un moment, ça se décline. Voilà, il faut trouver le truc. Alors, on a du boulot. Mais moi, je ne peux rien faire sans vous. Voilà pourquoi je vous remercie d'être nombreux. Je repartirai avec un peu plus de morale.
Je suis absolument convaincu qu'on va y arriver. Au fond de moi-même, je vais vous dire, je ne sais pas exactement comment ça fera, mais je sais qu'on y arrivera. Parce que personne d'autre ne propose ce qu'on propose. S'il y en avait un autre plus connu que moi qui proposait ce que je propose, je me dirais, bon, bah, c'est pas moi, c'est un autre, très bien. Mais aujourd'hui, je ne vois pas. Je ne vois pas. Soit ça gueule, ça ronchonne, soit ça se soumet. Il n'y a rien entre. Et je suis absolument certain qu'on a la bonne voie pour le pays, on sait très bien ce qu'il faut faire, et on peut redresser la France en 4-5 ans. Et en 15 ans, voilà. 4-5 ans pour redresser le début, et 15 ans pour vraiment parfaire l'ouvrage. Voilà, bon, alors il ne faut pas que ça traîne trop, parce que après le danger c'est d'être sénile, une fois au pouvoir, mais je ne souhaite pas cet horizon, hein, pour moi et pour mon pays. Je vous remercie, vive la République, vive la France.